Bienvenue à The Deep Dive. Aujourd'hui, on a mis la main sur un document, disons, assez explosif. C'est une note confidentielle de février 2026. Et le titre, ça donne le ton. Oui, le titre est assez direct. Alerte pandémique, le virus du réveil infecte la Belgique. Le document est fascinant pour vrai. L'idée de départ, c'est que les Belges, que Trotsky décrivait comme un peuple belgifié, C'est-à-dire, vacciné contre les grandes passions politiques, et là, soudainement, ils seraient atteints d'une conscience politique aiguë. Pour analyser ça, les auteurs utilisent un cadre qu'ils appellent l'épidémiologie cognitive du mécontentement. wow! OK, fait que notre mission, c'est de comprendre comment cette analyse en arrive à une conclusion aussi radicale. On va plonger là-dedans ensemble. Le texte s'appuie sur les travaux de 7 universitaires pour modéliser une potentielle révolte. On va décortiquer ça. Et il faut le dire, c'est un véritable avertissement pour les élites. Ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas formulé en termes politiques habituels, mais presque en langage mathématique. On utilise la théorie des systèmes complexes pour essayer de quantifier la colère sociale. Alors allons-y. Comment est-ce que des équations peuvent bien finir par prédire des barricades? L'analyse commence avec la cliodynamique de Peter Turchin et son indicateur de stress politique. En gros, c'est une façon de modéliser l'instabilité dans une société. Un de ses concepts clés, c'est la surproduction des élites. La surproduction des élites. Oui. Quand une société forme plus de gens qui aspirent à des postes de pouvoir qu'il n'y a de postes disponibles, ça crée des contre-élites frustrées. Genre des gens avec un doctorat qui se retrouvent à faire un travail qui n'a rien à voir. On voit un peu ça partout. Exactement. Et ces gens-là ont les compétences pour organiser et mener la contestation. Ils deviennent des leaders potentiels. Or, la note applique ça à la Belgique avec pas mal d'ironie. Ah, je vois où ça s'en va. Avec 6 gouvernements, 60 ministres, la Belgique est championne du monde de la surproduction d'élites. C'est un peu ça. Sauf que, et c'est ça le paradoxe que l'analyse souligne, les élites en trop se rebellent pas. Elles se créent de nouveaux postes dans le système. C'est comme une soupape de sécurité. Oui, mais le document suggère que cette soupape-là est en train de lâcher. Ensuite, on passe à la théorie des seuils de cascade de Mark Granovetter. L'idée est assez simple. Une personne va participer à une émeute, par exemple, seulement si un certain nombre de personnes l'ont fait avant elle. OK, chacun a son propre seuil, son propre niveau de courage, si on veut. Personne veut être le premier à basculer, mais une fois que quelques-uns tombent, tout le monde suit. C'est un effet domino social. Et l'analyse dit quoi sur les Belges? Que leur seuil est historiquement très élevé. Il faut que la moitié du quartier soit dans la rue avant qu'ils pensent à sortir. Sauf que les données de 25/5 suggèrent que ces seuils se sont abaissés, brutalement. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant, surtout pour ceux qui sont au pouvoir. On arrive à la falsification des préférences de Timur Curran. Uh-huh. C'est l'idée que, la plupart du temps, les gens cachent leurs vraies opinions politiques. Par peur, par conformisme. Ça crée un fossé énorme entre le calme en surface et la colère qui gronde en dessous. Précisément. Et c'est pour ça que les grandes révolutions, comme la chute du mur de Berlin, surprennent tout le monde, même les services secrets. Personne connaît la vraie distribution des opinions privées. L'analyste a une phrase choc qui m'a vraiment marqué. Laquelle? Le Belge qui pense révolution dit « Il fait beau aujourd'hui, non? » C'est frappant. Wow! La culture du compromis à la belge fait que l'écart entre le discours public et la pensée privée est peut-être encore plus grand qu'ailleurs. Donc, le jour où les masques tombent, la surprise est totale. Et les élites sont les dernières à voir venir le coup parce qu'elles sont déconnectées des vraies conversations. C'est la conclusion logique, oui. Et pour boucler ce cadre théorique, l'analyste cite les travaux de Damon Santola. Il a montré qu'une minorité engagée de seulement 25% peut suffire à renverser une norme sociale. Attends, juste 25 %. C'est pas énorme pantoute. Si on fait le calcul pour la Belgique, ça donne quoi? Environ 2,9 millions de personnes. Et c'est là que ça devient concret. Le rapport met ce chiffre en parallèle avec les 3 millions de syndiqués ou le 1,9 million de personnes en situation de pauvreté. Donc, la conclusion, c'est que... Mathématiquement, les ingrédients sont là. C'est ce qu'ils disent. Il suffirait que ces groupes se parlent. C'est fou. Mais ça, c'est la théorie. Qu'est-ce qui, dans la réalité belge de 2026, rend ce patient si fragile? C'est là qu'on entre dans le diagnostic du patient belge. Et les chiffres sont assez troublants. Oui, les statistiques citées dans le rapport sont capotées. On parle de 37,5 % des Belges qui n'auraient plus leur pleine immunité mentale.
Un Belge sur 4 a consommé au moins un psychotrope en 2022. Et la consommation d'antidépresseurs a explosé, plus 70 en 5 ans chez les adultes et plus 60 chez les ados. C'est énorme. Et le document relie ça directement à la théorie de l'impuissance apprise de Martin Seligman. C'est un concept en psychologie. Explique un peu. Quand des gens sont exposés de manière répétée à des situations négatives sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle, ils finissent par devenir passifs. Ils n'essayent même plus d'agir. Donc, si je te suis, le pays est sur les antidépresseurs pour pas faire la révolution? C'est un peu ça l'idée. C'est l'image très forte que le document utilise. La Belgique est décrite comme un pays qui se soigne chimiquement contre son envie de se rebeller. Le chiffre de 549 996 personnes en incapacité de travail de longue durée, un nombre qui a doublé en 15 ans, c'est présenté comme le symptôme ultime de ça. Une armée de gens que le système a brûlés. Exactement. Et c'est le point crucial que l'analyse soulève. Cette impuissance, elle peut se briser. Ça arrive au moment où une personne découvre que son action peut avoir un effet. Oui. Si les manifestations de 2025 obtiennent des concessions, même des petites, ça pourrait créer un déclic. La métaphore dans le rapport est saisissante. C'est le moment où un peuple domestiqué découvre qu'il peut mordre et qu'il a des dents. Chaque petite victoire redonne au corps social le sentiment de sa propre puissance. Alors la question qui tue, qui sont les porteurs de ce virus du réveil? Et là, le rapport devient carrément un bulletin épidémiologique. Il utilise le même genre de modèle que pour la COVID, le fameux R0. C'est bien ça. Oui, l'idée est de traiter la colère comme un virus. Si le R0 est de 3, ça veut dire qu'une personne infectée par l'idée de révolte en contamine 3 autres. C'est une façon de modéliser la propagation. Et ils identifient plusieurs strates dans la population. OK, commençons par le début. Qui est le patient zéro? Le patient zéro, selon eux, c'est la strate des exclus du chômage, avec un R0 de 3,7. C'est un foyer majeur. On parle de 194 463 personnes. Le rapport souligne que la perte d'un droit acquis, c'est un moteur de mobilisation beaucoup plus puissant que de ne jamais avoir eu ce droit. Et le gouvernement a publié un calendrier pour ces exclusions. L'analyse appelle ça, avec une ironie mordante, un planning de Gantt pour le soulèvement. C'est exactement ça. Ils donnent eux-mêmes le mode d'emploi de la contestation. Wow! Mais la strate la plus contagieuse, avec le R0 le plus élevé à 4,2, ce sont les jeunes, les super propagateurs. Pourquoi eux en particulier? Parce qu'ils cochent toutes les cases. Ils sont hyper connectés, donc l'indignation circule à la vitesse de l'éclair. Ils sont anxieux, on l'a vu avec les chiffres sur les antidépresseurs, et surtout, leur énergie militante n'est affiliée à aucun parti traditionnel. Ça les rend imprévisibles. Il y a aussi ce que le rapport appelle l'armée des 550 000 fantômes, les malades de longue durée. Oui, leur R0 est plus bas, à 2,1, parce qu'ils peuvent moins manifester directement. Mais la contagion est indirecte et très forte. Chaque personne en burn-out a une famille, des amis, des anciens collègues qui ont vu le système la broyer. C'est une colère plus silencieuse, mais qui se propage. Absolument. Et puis il y a la strate la plus intéressante pour la théorie de Turchin. Celle de la surproduction des élites. Oui, les cadres en burn-out et les fonctionnaires qui démissionnent. Ces aspirants élitaires frustrés. Eux, ils vont pas sur les barricades, pas directement. Ils votent. Et leur vote, selon la note, explique la croissance exponentielle du PTB, le Parti marxiste. C'est ce qu'ils nomment le signe noir de la particratie belge. Un manager en burn-out qui vote pour un parti radical, c'est le genre de signal que les élites voient pas venir du tout. C'est le quart de l'avertissement. Quand le mécontentement touche ceux qui sont censés être les piliers du système, c'est un symptôme de défaillance structurelle. Tout ça peut sembler théorique, mais le rapport ancre son analyse dans les événements de 2025. On parle de 88 jours de grève, des manifestations massives, 1 à 140 000 personnes en octobre. C'est un record pour le 21e siècle en Belgique. Ce qui est inédit, selon le document, c'est pas tant le nombre, mais la durée. Ce cycle de contestation dure depuis plus de 12 mois sans faiblir. Normalement, en Belgique, il y a des amortisseurs, la concertation sociale, le fédéralisme. Mais la note observe que le gouvernement en place semble vouloir démanteler ces amortisseurs-là. Kubama? Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, si on suit leur logique. En termes de théorie du chaos, oui. Quand tu enlèves les amortisseurs d'un système complexe, les oscillations s'amplifient.
Le document insiste, c'est pas une opinion politique, c'est une équation, c'est une dynamique de système. Ce qui nous amène à la partie prospective. Après le diagnostic, le pronostic. L'analyse propose 4 scénarios, en continuant avec les métaphores médicales. Le premier, c'est le plus probable, à 55 %. Il l'appelle le scénario gastro-entérite. Le système belge absorbe le choc, le gouvernement fait quelques concessions, le mouvement s'essouffle. Ah, le fameux retour aux frites en mots grognant un peu. C'est un classique. Exactement. Le scénario de la normalisation. Le deuxième, grippe sévère, 25 % de probabilité. Ici, la crise des exclusions, du chômage déborde, submerge les services sociaux. Ça crée une crise politique qui mène à la chute du gouvernement et à des élections anticipées. Le troisième, la pandémie, est à 12 %. C'est celui où un grain de sable fait dérailler toute la machine. C'est ça. Précisément, un événement imprévu, un dérapage policier, un scandale agit comme un catalyseur. Les syndicats sont dépassés, le gouvernement tombe. C'est le scénario islandais de 2008. Pacifique mais profond. Et enfin, le plus sombre, le scénario choléra politique, avec 8 % de probabilité. C'est quoi? Ici, la fracture sociale vient se superposer à la fracture communautaire entre le Nord et le Sud. Le mécontentement s'exprime par un vote massif pour la gauche radicale au Sud et pour la droite radicale au Nord. Le résultat, c'est pas une révolution unifiée, mais une décomposition accélérée du consensus national. Ça, c'est un point clé. Cette division du mécontentement, c'est à la fois ce qui empêche une révolution nationale, mais c'est aussi ce qui rend le pays complètement ingouvernable. C'est un facteur d'instabilité chronique. Le système ne se brise pas, il se paralyse. Alors, si on résume, ce document nous dresse le portrait d'un pays sous anesthésie, mais dont le sédatif ne fait plus effet. Les modèles mathématiques suggèrent que les seuils de tolérance s'abaissent partout en même temps et que le fossé entre la perception des élites et la réalité du terrain est devenu un gouffre. C'est ça. La conclusion du rapport, en citant Curran et Nassim Taleb, c'est que le moment précis du basculement est, par nature, imprévisible. La note prédit pas une révolution pour mardi prochain. Elle affirme qu'un pays avec de tels niveaux de détresse psychologique et sociale, c'est tout simplement pas un système stable. C'est un avertissement structurel. Le fait même qu'un rapport comme celui-ci existe et qu'il soit formulé de cette manière, si froide, si analytique, c'est un symptôme en soi. Absolument. Et ça nous laisse avec une question fondamentale qui va bien au-delà du cas belge. Le concept de falsification des préférences de Curran nous force à nous interroger sur nos propres sociétés. Quel est l'écart réel entre ce que les gens disent en public et ce qu'ils pensent vraiment en privé? Et surtout, que se passe-t-il le jour où, pour une raison ou une autre, cet écart se referme soudainement?